CAI à Streamatran, bonjour. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Cécile qui va nous parler un petit peu de son métier et avec laquelle nous allons échanger donc sur un sujet qu'elle a elle-même choisi qui est la théorie d'apprentissage. Alors est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour nos chères auditrices et chers auditeurs? Bonjour, donc moi c'est Cécile Leménian, je suis la comportementaliste de Ascenduti Éducation Canine au Segor. Ça fait maintenant 8 ans que je travaille en comportement dans le secteur. Et il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur et c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. C'est d'expliquer aux gens comment le chien apprend à mettre en place différents comportements. En fin de compte, on attend souvent du chien qu'il réponde à nos attentes, mais on ne lui demande pas toujours de façon très claire pour lui. Et il faut, voilà, avant de connaître ce qu'il est possible de faire, il faut clairement avoir conscience des incapacités d'un animal, puisqu'en fonction donc, d'un herbivore, etc., ils n'ont pas les mêmes capacités. Comme disait, il y a un très beau proverbe qui dit si vous attendez d'un poisson qui grimpe comme un singe à un arbre, le poisson va croire qu'il est incapable de tout. Et c'est vraiment la problématique finalement. Oui, alors il y a les capacités physiques, bien entendu, aussi ses capacités intellectuelles. Un chien calme et apaisé sera beaucoup plus en capacité d'apprendre qu'un chien stressé, anxieux. Et tout ça, c'est bien entendu à prendre en compte pour demander à son chien d'être obéissant. L'obéissance, pour moi, ça arrive dans un second temps. Une fois que le chien est adapté à sa vie quotidienne, à la vie que l'humain lui propose, à la société humaine, parce que pour le chien, la société humaine, elle est pas simple. Il y a plein de choses qui n'ont pas de sens du tout pour le chien. Et une fois que le chien arrive à être adapté à cette vie-là, est serein, est équilibré, est OK avec ses congénères, avec les interactions humaines, etc., n'a pas de problématique comportementale ni de comportement déviant. Pour moi, c'est à partir de là qu'on met de l'obéissance. Si tu devais expliquer, alors comme tu le fais, j'imagine très régulièrement à tes clients, qu'est-ce que c'est que le conditionnement, par exemple, sur quel type d'exemple tu vas donner, justement en termes parfois d'illustration humaine, parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux que ça qui parle. On est conditionné nous-mêmes, ne serait-ce quand on ne met pas la ceinture, ça bip, donc on met la ceinture. Donc pour essayer de, toi qui es une ancienne éducatrice en plus spécialisée, donc a vraiment les compétences pour pouvoir en fait faire le lien entre ces deux mondes, si on peut dire, le monde canin et humain. Voilà, si tu... Les exemples, par exemple, d'explications que tu vas donner de façon les plus courantes ou celles qui reviennent le plus. Déjà, il faut savoir que le chien n'apprend que par association d'idées. Ça, c'est vraiment un point indispensable à avoir en tête. Parce que si on n'a pas ça en tête, souvent on attend du chien de répondre à une demande alors qu'on ne lui a pas appris correctement. Et autre chose aussi, le chien nous observe toute la journée, il connaît souvent mieux nos rituels que nous. C'est incroyable, oui, on est d'accord. C'est incroyable et... en fin de compte, des fois le chien met en place des comportements, on ne comprend pas pourquoi, ça nous agace, c'est des comportements qui sont indésirables pour nous les humains. Pour autant, il les a appris en nous côtoyant. Il faut vraiment avoir conscience de ça, en fait. On ne se rend pas compte, mais très souvent, on conditionne des comportements chez nos chiens sans s'en rendre compte, mais c'est bien nous qui lui avons appris à mettre ça en place. Et pas que chez les chiens d'ailleurs. Probablement. Moi, mon domaine, c'est les chiens, je ne me prononce pas sur les autres. Bien sûr, tout à fait. Un exemple classique, par exemple, de conditionnement inconscient qui est problématique. Alors, un exemple très classique et qui parle souvent à beaucoup de monde, c'est le chien qui saute. Et après, je vous expliquerai en détail comment ça chemine dans la tête du chien et comment ça se passe, ce qu'on appelle le conditionnement opérant. Le chien qui saute sur un humain, en fin de compte, il saute parce qu'il a envie d'avoir une interaction avec l'humain. Okay, et quand l'humain lui dit « arrête, ça suffit, descends » en le regardant et pourquoi pas en le poussant un peu avec la main, il le regarde, il le touche, il lui parle. Oh chouette, il répond à ma demande d'interaction. Il lui donne 3 réponses favorables à sa demande et donc en fait l'humain renforce le comportement du chien qui saute. Bien sûr. Voilà. Ça, c'est un exemple très parlant. Tout le monde dit à son chien « arrête, descends, tu me fatigues ». Et les humains m'appellent et me disent « ça fait des années que je lui dis de ne pas sauter ». Je lui dis « non, ça fait des années que vous lui dites « saute ». Okay, et ça, c'est un switch de cerveau qu'on doit faire pour comprendre comment demander à notre chien soit d'augmenter un comportement, ce qui nous plaise au quotidien, soit de diminuer les comportements indésirables jusqu'à l'extinction. Il faut avoir bien la compréhension de comment ça se passe. Alors là, ce qu'on aborde, c'est ce qu'on appelle donc le conditionnement opérant.
Il y a 2 conditionnements. Il y a le conditionnement classique qui a été découvert par Pavlov avec le chien à la clochette, etc., qui parle à certaines personnes. Et là, on est sur des comportements réflexes et émotionnels. Ce n'est pas réfléchi et choisi. D'accord ? Pour éduquer un chien, on utilise le conditionnement opérant. Le conditionnement opérant, c'est le sujet qui choisit d'opérer ou non un comportement. C'est un vrai choix de la part de l'individu en fonction de la suite de ce qui va se passer derrière son comportement. En fonction de la réponse qui s'est attribuée par rapport à bien sûr, un renforcement positif, quand on ajoute quelque chose, alors soit c'est une pression exactement ou une croquette. ça, c'est exactement ça. En fait, pour augmenter un comportement, il y a 2 façons de faire, ce qu'on appelle le renforcement positif ou bien le renforcement négatif. Le renforcement positif, on ajoute quelque chose d'agréable. Suite à un comportement, on ajoute quelque chose d'agréable. Le chien va se dire « Ok, ça c'est cool, je vais refaire parce que derrière j'ai soit une caresse, soit une friandise, soit un regard, soit ce qu'on appelle le signal de récompense verbale. C'est bien, bravo, good boy, patate chaude, on s'en fiche, il parle pas notre langue. Et le moteur, oui, bravo. On met le mot qu'on veut, bien entendu. Tant qu'on utilise toujours le même mot, pareil, je conseille d'être précis sur les signaux, étant donné que le chien ne parle pas notre langue. Si un jour on lui dit c'est bien, si un jour on lui dit bravo, si un jour on lui dit super, le chien va se dire c'est quoi la différence ? Si on parle grossièrement de codage, il faut vraiment qu'il y ait tout systématiquement la même réponse dans les mêmes circonstances pour qu'il puisse apprendre. C'est beaucoup plus facile pour le chien. Il est capable d'intégrer plusieurs signaux pour le même comportement, on le voit bien avec son nom. On donne leur prénom, on donne leur surnom, on donne leur petit nom et ils répondent à tout ça favorablement. Mais plus on est précis, plus c'est simple pour le chien d'être en compréhension de ce qu'on attend de lui. Plus on est précis sur le signal utilisé, plus le chien progressera rapidement dans nos attentes. Donc soyons attentifs sur le signal. Pareil, quand on vit avec un chien en famille, c'est intéressant que toute la famille utilise le même signal pour le rappel, pour le stop. Et encore une fois, on peut mettre le mot qu'on veut. Il n'y a pas d'obligation de choisir un mot qui veut dire quelque chose. On peut faire revenir notre chien à chaussettes. C'est pas un problème, ça. D'accord ? On n'est pas obligé de mettre un vien ou un haut pied. D'ailleurs, je déconseille d'utiliser des signaux avec des intonations très strictes et très comment dire, un haut pied. En fin de compte, le chien il viendra plus facilement si on lui dit haut pied avec un petit ton enjoué, quelque chose de très positif. Et quelque chose de très positif, ça donne beaucoup plus envie au chien de venir qu'avec un signal très, très strict, très abrupt qui peut le mettre un petit peu mal à l'aise. Bon, je me suis un peu égarée, mais tout ça c'est intéressant quand même. L'idée c'est d'expliquer, voilà. Donc le renforcement positif, on ajoute quelque chose d'agréable. Et peu importe, c'est quelque chose d'agréable pour ce chien. C'est-à-dire que les chiens de recherche de drogue, on ajoute le boudin. Ils adorent mordre dedans, c'est super agréable et c'est comme ça qu'on les éduque à être de plus en plus performants sur leur travail. L'autre façon de faire, c'est le renforcement négatif. Renforcement négatif, il est totalement proscrit de l'éducation positive et bienveillante. C'est l'éducation que je pratique depuis que j'ai commencé. Le renforcement négatif, c'est on enlève quelque chose de désagréable. Donc pour permettre au chien d'augmenter un comportement, on va devoir ajouter quelque chose de désagréable au départ. Ajouter quelque chose de désagréable, c'est de la peur ou de la douleur. Donc on peut prendre un exemple, par exemple le chasseur qui tire sur un canard, le canard qui tombe. Le retriever, le chien de rapport d'objet, il est programmé pour aller chercher ce qui tombe. Donc ça, il sait faire. Il revient jusqu'à l'humain. Il n'est pas programmé pour lâcher le canard. Au préalable, un clou a été positionné dans le collier en cuir du chien avec la pique vers l'extérieur. L'humain prend l'oreille du chien et appuie sur le clou. Au moment où le chien lâche le canard, on enlève la douleur. Avec 2-3 répétitions, le chien arrive et jette son canard. À la finale, on a bien augmenté le comportement souhaité avec cette méthode. Mais on a maltraité son chien, on a abîmé la relation de confiance et dans les besoins fondamentaux auxquels il faut répondre pour avoir un chien apaisé et équilibré, on refera un podcast si tu veux à ce sujet à l'occasion. Les sujets sont nombreux, avec grand plaisir. J'adore. Dans les besoins fondamentaux pour avoir un chien qui va bien, le besoin de se sentir en sécurité est indispensable.
C'est indispensable d'y répondre correctement. Et là, notre chien se sent totalement en insécurité dans cette configuration-là. Et donc, on aura bien augmenté le comportement souhaité, posé le canard au sol, mais on aura un chien probablement de plus en plus anxieux. Et peut-être que derrière, des problématiques comportementales pourront naître. Est-ce que le besoin de sécurité, si on s'en réfère à ce qu'on appelle la pyramide de Maslow, c'est vraiment, voilà, donc parmi les besoins physiologiques essentiels, donc il y a d'abord les besoins physiologiques et ensuite la sécurité, pour vraiment avoir une identité d'un animal qui soit bien équilibré, avec des bons rapports sociaux, etc. Donc si ce dernier n'est malheureusement pas bien satisfait, en effet, on peut imaginer toutes les dérives que ça peut donner en termes émotionnels, voire stéréotypie, problèmes de comportement, etc. Bien sûr. D'autant que si l'insécurité est amenée par son propre humain, le chien, toute sa vie, c'est nous. Oui. Donc là, l'insécurité, elle est énorme. Donc on peut augmenter un comportement comme ça. Cependant, si à l'inverse, en R+, si le chien arrive avec son canard et qu'on lui donne une rondelle de knacky à la place, une fois, deux fois, trois fois, il va lâcher le canard pour avoir la knacky qui est hyper bonne ou n'importe quelle friandise d'ailleurs. Même un chien landais, vous avez... c'est le pays du canard ici. Même. Parce que le canard, en fait, il l'a en bouche, c'est marrant, mais il ne le mange pas. Donc en fait, les chiens, c'est des opportunistes et ils font énormément de choses pour la nourriture. Un kiff ultime pour eux dans la vie, c'est la bouffe. Donc en fait, c'est pour ça qu'en éducation positive et bienveillante, on utilise beaucoup la friandise, qui est vouée à disparaître au bout d'un moment dans l'éducation. On n'utilise pas de la friandise jusque... Bien sûr que non. Entendu. Par contre, la remettre de temps en temps sur des apprentissages qui sont 100% acquis, de toute manière, il faut passer par de la récompense aléatoire pour fixer le comportement dans la tête du chien. Ça fait partie de l'apprentissage d'un comportement, dans tous les cas. Donc si on reprend notre bel exemple de départ sur lequel tu étais parti, oui. Donc, au lieu de chercher, du coup, de répondre à la sollicitation de son chien qui saute sur le maître, alors, donc, qu'est-ce que tu recommandes? Alors, on a vu comment on augmente un comportement, maintenant on va voir comment on diminue un comportement. Tout à fait. Okay. De façon jugé indésirable. Un comportement jugé indésirable. Cependant, il faut avoir en tête que le chien a toujours raison de faire ce qu'il fait dans sa tête de chien. Sauter sur les gens, il aime tellement les gens qu'il leur montre en leur sautant dessus. Mais dans notre société d'humains, c'est pas tolérable. Donc il faut mettre un cadre au chien pour qu'il puisse vivre en bonne harmonie avec tous les humains. S'il y a des gens, ils me disent, moi ça me gêne pas que mon chien me saute dessus. Je dis oui, mais les gens qui se baladent dans la rue, ils sont pas d'accord pour que le chien saute dessus. Donc il faut mettre un cadre et le chien n'a pas le droit de sauter sur les humains. Donc pour diminuer ce comportement-là, pareil, deux façons de faire. Il y a la punition positive. Punition positive, on ajoute quelque chose de désagréable. Si à chaque fois qu'il nous saute dessus, on lui met une grande claque dans la tronche, le lundi, il saute, il en prend une. Le mardi, le mercredi, le jeudi, il saute plus. On a bien diminué le comportement indésirable. Mais pareil que tout à l'heure, on a maltraité notre chien, besoin fondamental de sécurité, on n'y répond pas du tout. Et la relation de confiance, elle est vraiment mise à mal. Donc en éducation positive et bienveillante, on utilise la punition négative. La punition négative, c'est on enlève quelque chose d'agréable. Alors pour faire ça, il faut réfléchir un petit peu au comportement qu'on veut punir. Là, le comportement qu'on veut punir, c'est les pattes sur nous. Okay ? Ensuite, il faut savoir qu'est-ce que le chien attend quand il met ce comportement en place. Il attend de l'attention. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la frustration. C'est la seule punition qu'on utilise en éducation positive et bienveillante. On utilise la frustration. On ne donne pas au chien ce qu'il veut quand il le demande d'une façon qui n'est pas adaptée dans notre société d'humains. Donc au moment où le chien nous saute dessus, quand les pattes sont sur nous, on tourne la tête de l'autre côté. On ne le regarde pas, on ne le touche pas et on ne lui parle pas. Si le chien descend de lui-même, dès à l'instant où ses pattes sont au sol, R+, renforcement positif, c'est là qu'on lui donne de l'attention. On le touche, on le regarde, bonbon, caresse, la totale. Si le chien n'arrive pas à descendre de lui-même, il nous suffit de faire un pas de côté. En faisant un pas de côté, ses pattes sont plus soutenues sur notre corps et obligatoirement, ses pattes arrivent au sol. Et à l'instant précis où ses pattes arrivent au sol, on renforce le comportement souhaité. Dans la tête du chien, le chien, quand on utilise correctement un R+, P-, le chien met 3 jours à changer de comportement. C'est-à-dire que pendant 3 jours, il va recalibrer un petit peu. Essayer pour voir s'il a donné la bonne réponse. En fait, c'est même pas réessayer voir s'il a la bonne réponse, c'est que dans ses habitudes, il saute pour avoir de l'attention. Là, il en a pas. Au moment où il arrive au sol, il en a. Et en fait, par réflexe, il va ressauter.
puis descendre. Et en fait, le troisième jour, on voit le chien qui saute, mais les pattes qui n'arrivent pas sur l'humain et qui finissent au sol et il trépigne au sol. Parce que les pattes sur l'humain, il n'a aucune interaction. Les pattes au sol, il a ce qu'il voulait, de l'attention, de l'interaction, etc. Donc en fin de compte, en utilisant le renforcement positif et la punition négative, on n'est pas en train d'apprendre au chien à se contenir sur signal. Descends, tu descends, tu descends. On est en train d'apprendre au chien durablement à mettre en place des comportements adaptés à notre société d'humains. Et ça change tout. En fait, le chien acquiert la capacité d'avoir un comportement adapté dans notre société. Et donc, si à chaque fois qu'il est sur les pattes sur quelqu'un, il n'a aucune interaction, il va arrêter. Par contre, si on utilise la punition négative, il est judicieux, peu importe le comportement qu'on veut punir, de gérer l'environnement pour provoquer le bon comportement, pour pouvoir le renforcer derrière. C'est beaucoup plus facile de dire à un individu, là en l'occurrence un chien, ne fais pas ça, fais plutôt ça, plutôt que de dire ne fais pas ça. Là, on est un peu paumé, on ne sait plus trop comment faire, d'accord ? C'est vraiment important derrière de lui proposer une autre solution. De l'amener au comportement adapté dans la situation pour qu'il acquiert à ce qu'il souhaite. Okay ? Et là, le chien, il va dire, quand je fais ça, j'ai rien. Quand je fais ça, j'ai de la bouffe, de la caresse, de l'affection de mon humain, je vais faire ça. C'est quand même vachement plus sympa. C'est vachement plus sympa, c'est beaucoup plus logique pour le chien, dans son apprentissage des comportements. Bien sûr. Et sur les problématiques les plus récurrentes que tu vas retrouver en fait en termes de demandes sur des comportements qui peuvent être vraiment très gênants, c'est le chien qui saute, le chien qui va pas forcément venir au rappel, des choses comme ça. Alors non, en fait le rappel on m'appelle très peu mais on m'appelle beaucoup pour de la rééducation, donc pour du chien réactif, humain ou congénère. Pour des chiens qui ont des problématiques de réactivité au mouvement, c'est-à-dire les chiens qui coursent les cyclistes, les joggeurs, etc. Quand on a un chien, même jeune, qui commence à courir derrière un objet en mouvement, il faut très rapidement prendre les choses en main parce que les problématiques augmentent. La séquence comportementale du chien, c'est la course derrière quelque chose en mouvement et puis ça finit progressivement jusqu'à la morsure. Donc on a régulièrement des comportements qui s'escaladent jusqu'à des morsures, alors qu'au départ le chien était entre guillemets seulement réactif au mouvement. Donc ça, la réactivité au mouvement, c'est beaucoup. Alors souvent on m'appelle pas pour un problème. Oui. Ça a dégénéré depuis longtemps et c'est pour ça que j'invite vraiment les gens à se faire accompagner en positif, bien entendu. Avec des méthodes respectueuses du bien-être physique et émotionnel du chien, avec des personnes à jour de leurs connaissances scientifiques. Les neurosciences nous apprennent énormément de choses sur le... Elles progressent vite, ouais. Et là, ces derniers temps, c'est fou tout ce qu'on apprend sur le comportement du chien et ses capacités. Donc c'est vraiment important de se tenir à jour et réajuster son travail en fonction des nouvelles connaissances. Et il ne faut pas croire que ça va se calmer avec le temps. Ça c'est faux. Ça n'arrive pas en fait. Soit on arrive à peu près à gérer les problèmes, mais c'est un peu casse-pied. Soit c'est l'escalade plus ou moins rapide d'ailleurs. Et c'est pour ça que j'invite vraiment les gens à se faire accompagner dès l'arrivée du chien, quand il n'y a pas de problème, pour apprendre les bonnes bases. C'est pour ça que j'ai créé des ateliers théoriques de 3 heures à destination des gens qui vont adopter, qui viennent d'adopter, ou bien qui ont un chien déjà depuis un petit moment, mais il y a 2-3 petites choses qu'ils ne comprennent pas, de venir apprendre les bases du comportement canin. Et après, j'ai créé aussi des stages de 2 jours où on fait de la théorie et de la pratique, cette fois-ci avec la présence des chiens, pour qu'on ait en plus les interactions canines, qu'on puisse un peu voir comment les chiens évoluent sur 2 jours, mais à destination des chiens qui n'ont pas de problème, pour éviter que... vraiment un travail de prévention finalement. Mais oui, bien sûr. Et ça évite que quand le chien il a 2, 3, 5, 7 ans, on m'appelle pour une rééducation lourde qui va durer longtemps et qui aura mis toute la famille, humaine comme animale, en difficulté. Parce que quand j'accompagne un chien, je travaille pour le bien-être du chien, mais aussi des humains, et aussi du chat qui vit dans cette famille et qui se fait courser tous les jours, et aussi des poules des voisins, et aussi de tout ça. Donc en fait, il faut pouvoir vivre en bonne cohésion tous ensemble. Et ça s'apprend. Et quasiment toutes les situations de rééducation que j'accompagne, les problématiques de base sont nées d'une incompréhension humain-chien. Il y a toujours beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, mais
À un moment donné, l'un n'a pas compris l'autre, dans un sens comme dans l'autre, et ça a glissé sur un petit inconfort, puis un inconfort plus gros, puis une problématique, puis deux, puis trois, et puis tous ces quiproquos mis les uns après les autres, et des années durant, avec des émotions qui montent et pas forcément dans le bon sens. Oui. Eh bien, ça mène à une pelote de nœuds de naine bien costaud, bien dense, sur lequel se sont greffées plein d'autres problématiques. Exactement. Voilà, avec le temps. Et on en arrive après à des chiens et des humains en grande souffrance. On en arrive à des humains qui m'appellent, ils sont au bout du bout, ils sont en pleurs au téléphone sur le premier contact. Et c'est tellement dommage parce que si ils avaient appelé beaucoup plus tôt, il y aurait eu beaucoup moins de souffrance et beaucoup moins de travail de rééducation derrière. Ça c'est difficile parce que quand les humains sont épuisés et qu'ils me contactent, quand ils me contactent, c'est là que le travail commence. Donc il faut qu'ils aient encore un peu d'énergie pour mettre en place les protocoles, les apprentissages et tout ça. Donc au moindre dysfonctionnement, à la moindre incompréhension, moi je conseille vraiment aux gens de se faire accompagner par, encore une fois, j'insiste, un éducateur ou une éducatrice en méthode bienveillante et à jour de ses connaissances. C'est vraiment important. Pour donner quelques conseils à viser justement aux personnes qui nous écoutent, si tu avais quelques conseils à donner, vraiment pour orienter en fait le choix d'un particulier vers le choix d'un bon professionnel, quels sont les critères, au sujet par exemple qu'ils appellent directement l'éduc, en posant quelques questions pour voir s'ils sont sur la même longueur d'onde. Quels sont les conseils que tu donnerais pour le choix d'un éducateur qui travaillerait dans ce sens-là? Pour moi déjà, ça reste que mon point de vue, pour être sûr qu'on tombe sur un professionnel compétent et capable d'aider sur de la rééducation, si c'est pour faire du assis-couché, tout le monde est compétent et d'ailleurs les gens n'appellent pas pour du assis-couché parce qu'ils ont eux-mêmes les compétences de le faire. Pour de la rééducation, il faut d'abord tomber sur un professionnel qui va proposer un bilan comportemental. Le bilan comportemental, il est indispensable pour une rééducation de qualité pour pouvoir poser un diagnostic sur la situation. Le bilan comportemental, ça dure longtemps. Quand c'est 20 minutes, c'est pas suffisant. Il faut retracer tout le parcours du chien, d'où il est né, s'il y a eu des contacts avec ses parents chiens. Il y a beaucoup de choses comme ça à prendre en compte. Donc le bilan comportemental, c'est quelque chose d'indispensable. Un état des lieux vraiment très précis. Un état des lieux très précis de la situation. Des propriétaires, et de tout le parcours, de l'historique, etc. Oui, bien sûr. Très holistique et très précis. Ça. Oui, c'est indispensable. Si on n'a pas toutes ces infos de base, les protocoles qu'on proposera derrière, ils ne seront pas forcément justes avec le pourquoi le chien met ce comportement en place. Pour moi aussi, il faut, lors de ce bilan, de la théorie. Un professionnel qui ne vous parle pas, voire pire, qui ne connaît pas les signaux de communication chez le chien, pour moi, c'est impossible qu'on ait un accompagnement de qualité. Ça, pour moi, c'est pas possible. Il est indispensable de connaître ce qu'on appelle, par exemple, les signaux d'apaisement, qui sont des marqueurs d'inconfort chez le chien. Si on ne connaît pas ces marqueurs d'inconfort, souvent dans mes accompagnements, les gens me disent juste avant, là, j'étais en séance. Et la dame me dit j'ai emmené mon chien sur une terrasse pendant 2 heures. C'est un chien un peu sensible qui a quelques problématiques de comportement. Et elle me dit c'était OK pour lui. Il était tout à fait à l'aise. Je lui dis est-ce que vous avez prêté attention aux signaux d'apaisement qu'elle est censée connaître parce qu'on les a vus en long, en large, en travers le jour du bilan et on en reparle à chacune des séances. Elle me dit non, j'ai pas trop été attentive. Je lui dis donc vous ne pouvez pas dire qu'il était en confort pendant ces 2 heures. C'est pas parce qu'il ne déclenche pas, qu'il aboie pas, qu'il chouine pas. C'est pas parce qu'il reste couché qu'il est à l'aise. Et souvent, les gens me disent ça. Non, mais ça c'est OK pour mon chien. Je dis vous pouvez pas dire ça si vous ne connaissez pas les signaux d'apaisement. Okay, c'est ces marqueurs-là qui vont vous dire si votre chien il est en confort ou en inconfort. Okay, et quand on connaît ces signaux-là, la relation de confiance entre l'humain et le chien, elle est énorme. Le chien il se dit dès que je vais pas bien, mon humain, il le voit et il m'aide. Quel confort dans ma vie quotidienne, c'est un truc de fou. C'est indispensable à connaître. Donc du coup, si on devait résumer en fait les quelques conseils à viser pour le choix de propriétaires de chiens qui ont besoin, et dont on a tous besoin de toute façon, d'un accompagnement. Donc voilà, d'avoir un professionnel qui fait un bilan comportemental précis et qui prenne le temps nécessaire pour ça, qui ait ses connaissances, qui transmette un niveau théorique les besoins fondamentaux, les signaux d'apaisement, les modes d'apprentissage, des points assez importants. Et puis ensuite, sur les séances de pratique, il faut un professionnel qui aille travailler la vraie vie. Faire toutes les séances de pratique sur un terrain clos avec un chien tout seul, avec l'éduc et l'humain, le jour où on se retrouve au centre-ville de Segor,
ça fonctionne plus parce que ça n'a pas été acquis dans ce Ou à contexte-là. Paris, ou dans quelconque grande Pire, ville. bien entendu. Ou même à l'inverse, tu vois, un chien qui était citadin, qui va habiter en ville et à côté Qui il y voit a un des champ vaches, qui et voit il des y a des chevaux, animaux, un des tracteur. écureuils, des sangliers, Exactement. des chevreuils. Ça marche enfin, dans ouais. les deux sens. Bien Un sûr, citadin qui se retrouve à la campagne, on parle de chien, mais visiblement ça doit être un peu la même chose pour les humains. Tout à fait. Ça marche dans les deux sens. Donc, pour les séances de pratique, c'est important d'aller faire des séances sur le lieu de vie du chien. Son domicile, son secteur de balade, la vraie vie. Il faut travailler la vraie vie, pour moi. Et c'est en ça qu'après, on peut accompagner un chien à être adapté à la vie quotidienne que ces humains lui proposent. Bien sûr, tout à fait. Et si tu devrais ajouter quelques précisions par rapport à la théorie d'apprentissage avec laquelle nous avons débuté? Donc, la théorie d'apprentissage, il faut... La punition, par exemple, parce que c'est vrai, voilà, c'est quelque chose qui est utilisé bien souvent à mauvais escient parce que voilà, le timing n'est pas forcément bon, etc. etc. Voilà, est-ce que tu peux donner quelques réponses ou quelques suggestions par rapport à ça? Toi, tu parles de punition positive, quand on ajoute quelque chose de désagréable. Voilà. Donc, Okay. je te laisse expliquer les deux, du coup, pour que ce soit plus clair pour les la les punition négative, on enlève quelque chose d'agréable. Donc, ça va viser à diminuer le comportement du chien au moment où il demande quelque chose. Si on enlève quelque chose d'agréable. Pas de croquettes, par exemple. Voilà. Mais même, par exemple, ça, c'est un autre exemple, et qui parle à beaucoup de monde, le chien qui gratte à la baie vitrée. Il gratte. Et là, on se retourne. Oh, Kiki, arrête, tu vas salir tous mes carreaux. Eh ben, on l'a regardé, on lui a parlé, on lui a donné de l'attention. Donc là, il se dit, c'est bon, il m'a vu, je vais gratter encore plus pour qu'il m'ouvre. Ouais, Ok ? À l'instant où le chien gratte, pour punir ce comportement, en punition négative, pas en punition positive, en punition négative, à l'instant où il gratte, on tourne la tête à l'opposé. Il va gratter, il va se dire, bah, il est cassé mon humain, il m'entend pas ou quoi? À un moment donné, il va réfléchir, il va arrêter. À l'instant où il arrête de gratter, l'humain doit se lever et aller ouvrir la porte. Okay, la punition, là, c'est ignorer le chien au moment du comportement indésirable. Et la récompense, le R+, c'est ouvrir la porte. Ce qu'il voulait, c'est rentrer. Et là, c'est pas une histoire de friandise, c'est pas une histoire de caresse ou autre, c'est... l'obtention de ce qu'il voulait. Voilà. Exactement. Ajouter quelque chose d'agréable. Il avait envie de rentrer, on le fait rentrer au moment où il arrête de gratter. Pareil, 3 jours, le chien ne gratte plus à la baie vitrée. Par contre, vous devez être un peu précis. Pour punir ou renforcer un comportement, on a maximum 2 secondes. Le chien vit l'instant présent. Au-delà, il est passé à autre chose et on punit et on renforce. On ne sait pas quoi. En séance de longe en extérieur, je demande à mes clients de renforcer le suivi naturel, le renoncement, etc. Quand le timing n'est pas bon, ils veulent renforcer le suivi naturel. Le chien passe à côté d'eux, ils sont là, ah, c'est bien. Et je dis, mais tu renforces quoi là? Il était en train de regarder l'écureuil à l'arbre en face. Tu le renforces dans son idée de pourquoi pas aller courir après l'écureuil. Quand on n'utilise pas le timing précis, donc l'idéal c'est d'être pile poil sur le comportement. Plus c'est précis, plus le chien comprend. Et au maximum, on a 2 secondes. Au-delà des 2 secondes, n'essayez ni de renforcer ni de punir. C'est trop tard. Le chien ne peut pas comprendre. Le train est passé. Complètement. Le chien ne peut pas comprendre. Et pire, vous allez punir ou renforcer autre chose. Et c'est là qu'on commence à plus comprendre. Oui. On dit, mais j'arrête pas de lui dire. Alors déjà, vous lui dites sûrement pas bien. Et en plus, pas au bon timing. Oui. Donc là, dans la séance d'avant, le chien a couru et mordu un cycliste. Et il était avec le monsieur. Et je suis en séance avec la dame. Et elle me dit, il l'a recadré. Alors déjà, moi, c'est un mot qui me fait peur. Parce que je me dis, bon... Déjà, le chien n'a rien appris. C'est pas comme ça qu'on diminue la réactivité au mouvement. Et en plus, elle me dit, et arrivé à la maison, pour le punir, il l'a laissé dans le jardin, il ne l'a pas fait rentrer. Et je dis, bah là, le chien, il était un peu mal à l'aise probablement d'être tout seul dans le jardin, mais en tous les cas, il n'a jamais associé ça avec le fait qu'il ait couru. Il y a un quart d'heure, il y a une demi-heure. Mais il y a peut-être 2 heures, tu vois. Ouais. Bien au-delà des 2 secondes. Donc là, il n'y a aucune association possible. Aucune. Donc si vous voulez augmenter un comportement à l'instant précis du comportement ou au maximum 2 secondes après, vous ajoutez quelque chose d'agréable. Si vous voulez diminuer un comportement à l'instant précis du comportement au maximum 2 secondes après, vous enlevez quelque chose d'agréable. Ok. Et dans l'idéal, vous trouvez un moyen de gérer l'environnement pour provoquer le comportement souhaité. Et pour derrière renforcer le bon comportement. C'est très difficile à un individu de lui dire « ne fais pas ça ». Alors que si on lui dit « ne fais pas ça, fais plutôt ça », c'est beaucoup plus évident pour le chien d'évoluer dans ses comportements. En tout cas, ouais, donc comme
comme en fait tu l'expliques, c'est vraiment très très facile finalement de conditionner inconsciemment en fait tout le temps. un animal à un Tout le temps. comportement On le fait tout le temps. entre guillemets indésirable, Oui. puisqu'à la base en fait on n'a pas forcément le bon dictionnaire, les bons codes. Oui. Donc c'est très très important. Oui. À l'instant même presque que vous décidez d'avoir un chien, d'abord d'acquérir en fait tout ce bon comportement, Oui. toute cette belle compréhension, Oui. pour mettre un maximum de chances de côté en vous faisant accompagner. Oui, Donc, la base. C'est très très important de bien comprendre tout ça. Oui, la base du comportement, c'est indispensable. Et ça fonctionne très très bien. Vous voyez, en 3 jours, on peut changer un comportement qui était jugé comme étant indésirable. En 3 jours, on peut changer un comportement. Excuse-moi, je te coupe, mais pardon. surtout. Non, mais tu fais bien. Pardon. Je me mets à la place. Surtout, en ayant les bonnes bases dès le début, on évite tous les comportements indésirables. Encore mieux. Bah, bien sûr, encore mieux. Au lieu de passer à la rééducation, on passe à l'éducation. De l'éducation. Dès le départ. Et c'est beaucoup plus tellement plus plaisant. Oui, pour tout le monde. Et puis l'animal, du coup, au niveau émotionnel, bien entendu, avec tout ce que ça peut impacter, puisque si la situation est difficile pour lui, elle le saura quoi qu'il en soit, puisque source de compréhension, elle le saura forcément. Émotionnellement, ça n'ira pas. Ça peut aller jusqu'à des problèmes physiques, s'il y a beaucoup d'angoisse, etc. Donc ça va très très loin en fait. Oui, bien sûr. Les comportements indésirables, ils augmentent. Un chien qui n'est pas confortable, il va commencer à vocaliser, on aura des problèmes avec les voisins, il va commencer à détruire à la maison, et il va commencer à être malpropre. Se mettre lui-même en danger. Bien sûr. En ingérant des choses qu'il faut pas. Il peut se faire des plaies de léchage, c'est de l'automutilation. Oui. Ce matin, j'étais chez une dame à Ondres, son chien a développé une problématique liée à la solitude. Il a tellement essayé d'ouvrir les baies vitrées qu'il s'est abîmé toute la bouche, la langue, les dents et tout. Il y avait du sang partout dans les baies vitrées, tellement qu'il était en incapacité de rester seul dans le logement. Donc les chiens peuvent se mettre en danger, même se blesser fortement. Sur des problématiques comportementales et des problématiques émotionnelles. L'émotionnel du chien, il est souvent mal compris. En fait, la plupart sont très très sensibles et dès qu'on leur parle un peu fort, à tort, c'est pour ça que ce sujet de l'apprentissage, il me tient à cœur, parce que souvent on fait quoi? Pour dire à son chien d'aller au tapis, on dit au tapis, et on attend qu'il comprenne. Mais lui, tapis, il ne sait pas. Si on lui disait pomme, ça serait pareil. Et en fait, il y a une façon d'apprendre un comportement au chien, et juste lui crier un mot pour qu'il s'exécute, c'est compliqué. Alors souvent les chiens finissent par y arriver parce qu'ils donnent tout pour comprendre ce qu'attend l'humain et pour faire ce qu'on leur demande. Mais il y a tellement plus simple. Il y a tellement plus simple. Va au tapis, Imaginez-vous, c'est comme si vous alliez dans un pays où vous ne compreniez pas un seul traître mot de la langue et qu'on passait votre vie à vous crier des informations en disant mais qu'est-ce que le monsieur veut comprendre? Donc tout l'effort intellectuel que ça nécessite, parce que c'est ça en fait. Ils évoluent dans un langage qu'ils ne connaissent pas. Autant que eux nous connaissent mieux que nous on les connaît. Mais derrière ils décuplent d'efforts en permanence pour réussir à comprendre tout ça. Oui, c'est un exemple que je prends très souvent. Je leur dis, imaginez-vous seul au milieu du Japon. Vous ne parlez pas la langue, vous ne lisez pas l'écriture, vous n'avez pas les habitudes. Donc, si votre chien, on le prend là, on le met demain au Japon, il est à l'aise de la même façon ou en difficulté de la même façon. Et je dis, vous allez faire comment? Vous allez regarder les gens. C'est la même espèce en plus, alors que le chien n'est pas la même espèce, d'accord? Donc on n'a même pas les mêmes codes gestuels, même pas. Donc, l'humain au milieu du Japon, il va observer les gens, il va regarder les enseignes des magasins, il va voir que dans ce magasin-là, il y a de la nourriture, donc là-haut, ça doit vouloir dire restaurant. L'humain va faire des associations d'idées. L'apprentissage, ça n'est que des associations d'idées, systématiquement. Et après, nous, on a le langage qui fait que, et encore, il faut parler la même langue, etc. Mais le chien n'a pas ça. Donc il faut vraiment prendre en considération ça, lui dire un mot en lui répétant 20 fois. Ça n'a jamais permis à un chien de s'exécuter correctement. Ça met un chien en inconfort. Et souvent, les humains, ça les agace parce qu'ils n'écoutent rien. Un autre truc. Ça, c'est marquant aussi, et ça m'arrive très souvent. On m'appelle en me disant, j'ai des soucis, machin. Et en plus, mon chien, il se moque de moi parce que quand on est en balade, il n'écoute jamais au rappel, alors qu'à la maison et dans le jardin, le rappel, il marche très bien. Donc, je sais qu'il connaît le mot et il fait exprès de ne pas m'écouter dehors. Alors déjà, le chien ne fait jamais rien exprès. Non, ça n'existe pas. Se venger, faire exprès, tout ça. Se venger, faire exprès, ça n'existe pas. Ce sont des notions bien humaines qui n'existent pas chez les animaux. Si le chien n'est pas en mesure de répondre au rappel en extérieur, c'est que le signal n'est pas acquis dans cette configuration-là. Soit parce que le chien est trop loin,
et parce que le signal n'a pas été acquis à cette distance-là, soit parce qu'il y a trop de distractions, le signal n'a pas été acquis en présence de distractions multiples, et en fait, c'est juste que le chien n'est pas capable de revenir au signal dans ce contexte-là, parce que c'est pas acquis. Quand on travaille le conditionnement d'un signal, on travaille avec ce qu'on appelle l'augmentation lente et progressive des 4D, durée, distance, distraction, diversification. Et là, on a des signaux qui fonctionnent dans toutes les configurations, parce qu'ils ont été appris dans toutes les configurations. Donc vous voyez, une fois qu'on a les clés en fait, qu'on comprend comment ça fonctionne, c'est quelque chose, bien sûr, avec un accompagnement, et puis après il faut acquérir la dynamique intellectuelle petit à petit, avoir les bons réflexes, etc. Mais c'est applicable à la vie de tous les jours, bien sûr. Et ça cadre, voilà. Et en plus, c'est absolument pas discutable dans le sens où voilà, c'est carré, c'est clair, et c'est reproductible, quel que soit le cadre. C'est une méthodologie, voilà. Donc, et puis c'est hyper logique. En fait. Et voilà, et complètement logique. Une fois que je l'expose aux gens, ils me disent « Ah, mais moi je faisais tout l'inverse ». Je dis « Oui, parce que notre société fonctionne dans le fonctionnement inverse. Nous, on a été élevés un peu en traditionnel. Le monde de l'entreprise, c'est un peu ça. Et puis là, du coup, on demande au cerveau de recalibrer à l'inverse. Donc, ça demande une petite gymnastique d'esprit. Mais par contre, c'est irréfutable. C'est 100% logique. Une fois qu'on pose un peu des exemples et tout ça. Tout à fait, exactement. Eh bien, est-ce que tu as encore autre chose à ajouter j'en aurais des tonnes. Ah oui, bon, on en fera d'autres alors. Moi, si tu me lances, j'en aurais des tonnes, des choses à ajouter. Le but, c'était en espérant en tout cas que vous ayez maintenant une meilleure compréhension, ou du moins pu entrevoir ce que c'était que la théorie d'apprentissage. Voilà, et malgré des mots qui peuvent paraître compliqués, finalement, avec des exemples précis, j'imagine que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Il n'y a plus qu'à appliquer, vous verrez, les résultats sont magiques. Et alors après, toi aussi, tu proposes, alors si jamais vous êtes intéressé, des séances à distance aussi. Oui, je fais des accompagnements à distance, bien sûr, sans problème. J'ai découvert qu'on pouvait faire ça pendant le Covid et en fin de compte, ça marche très bien. Je ne travaille seulement pas les problématiques de réactivité ni humain ni congénère à distance parce que les humains ont besoin de quelqu'un présent physiquement pour les rassurer, les aider à progresser. Parce qu'un chien qui met en place des comportements d'agressivité, voire qui a mordu, les humains ont un peu perdu confiance et donc ils ont besoin d'être accompagnés physiquement. Pour toutes les autres problématiques, les accompagnements à distance fonctionnent très bien, sans problème. Et si vous voulez avoir un masterclass fait par Cécile au sujet de la théorie d'apprentissage, eh bien, n'hésitez pas à la contacter. Vous me trouvez sur Insta, par exemple, ou sur Internet. Bien sûr, sur Insta, sur Internet, sur sinon, n'hésitez Facebook. Pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de relayer le contact. Les ateliers de 3 heures sont aussi disponibles en visio par Zoom. Les ateliers théoriques. Les ateliers théoriques, c'est la base de ce qu'on doit savoir pour le chien. Les besoins fondamentaux, les signaux d'apaisement, les modes d'apprentissage dont on a déjà un peu parlé, le matériel adéquat, les quelques indispensables qu'il faut avoir. Et dans ces ateliers, on prend des temps de questions-réponses aussi pour répondre aux questions de la vie quotidienne de chacun. Donc ça, c'est chouette, c'est intéressant aussi. Bon, c'est parfait. Eh bien, écoutez, nous vous souhaitons une très très belle semaine. Merci beaucoup, Cécile. Merci à toi. Et au plaisir sur d'autres sujets, car je pense qu'il y en aura d'autres. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir.